C'est Violaine Vanoyek, c'est Voix en poésie avec Alex qui m'accompagne à la technique et nous allons partir toujours dans des aspects transversaux un peu de l'histoire à la fois du sport et des civilisations anciennes, mais en fait à travers la manière dont se nourrissaient les gens, ça peut être la cuisine, ça peut être le sport, c'est une manière de découvrir un petit peu la façon dont les anciens vivaient. Donc c'est des chemins de traverse, on va dire, un petit peu pour changer. Ça fait quand même des années, je vais même pas vous dire, j'ose même pas vous dire le nombre d'années que je vous raconte l'histoire des civilisations anciennes, et donc c'est bien de prendre un petit peu des chemins de traverse. Alors nous avions vu la semaine dernière Meurtre aux Jeux Olympiques, donc ce livre qui a été remis en place cette semaine, qui paraît aux éditions du Masque et qui nous permettait d'évoquer aussi non seulement Olympie, mais l'Alexandrie du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je vais reprendre donc le déroulement justement du sport dans les civilisations antiques, et plus particulièrement, puisque nous avons parlé de la Grèce la semaine dernière, plus particulièrement dans les régions romaines. Alors, bien évidemment, les Romains se sont inspirés des Grecs aussi pour l'entraînement, pour concourir dans les grandes compétitions, puisque les 4 grandes compétitions que nous connaissons se trouvent dans le Péloponnèse. Et là, je pense évidemment à Némée. Je pense à Olympie, je pense à l'isthme de Corinthe, et puis la dernière qui se trouve à Delphes, c'est-à-dire juste au-dessus du Péloponnèse, que l'on peut atteindre facilement aujourd'hui grâce à un pont qui a été fait entre le Péloponnèse donc et le reste de la Grèce, ce qui est bien pratique. Alors le sport à Rome, eh bien, on le sait, hein, je vous le disais, il y a une grande influence des Grecs sur les Romains, et dès l'âge homérique et dès l'époque mycénienne, les jeux gymniques et les jeux hippiques eh bien, apparaissent d'abord en Étrurie. Nous sommes sous Tarquin l'Ancien. C'est lui, Tarquin, qui aime beaucoup le sport, mais qui aime la compétition en général, qui va organiser au tout début du 7e siècle 2 grands jeux dans ce qu'on appelle la vallée Murcia. Vous savez, c'est l'endroit où s'élevait le grand cirque, et si vous allez aujourd'hui visiter les lieux, vous verrez les vestiges, bien sûr, mais aussi le cadre dans lequel ce grand cirque légendaire a été créé. Alors, Tarquin l'Ancien a l'idée de faire venir des pugilistes, donc des boxeurs. Et puis, il aime beaucoup les courses de chars, et pour ce faire, il va faire venir les meilleurs chevaux, ceux qui sont les plus nerveux, les plus difficiles aussi à monter. Ce sont des chevaux de Toscane. Nous avons des témoignages, notamment dans l'art funéraire, de tout ce que ces compétitions soulevaient, tout ce qu'elles soulevaient à la fois de joie, d'enthousiasme dans le peuple, et puis vraiment de passion. Ces compétitions étaient renouvelées le plus souvent possible. Les Étrusques et les Romains aimaient énormément les chevaux, les cavaliers,
Et les tombes dites des Olympiades, ce qu'on a appelé les Olympiades, qui ont été découvertes à Tarquinia, présente de très belles scènes sportives. On y voit des fresques incroyables et très détaillées, à la fois belles et très intéressantes sur la manière dont on se déroulait ces compétitions et dont étaient habillés les cavaliers. Il y a des exercices gymniques aussi. Dans d'autres fresques que l'on retrouve à Chiusi, par exemple, eh bien, on voit comment on s'entraînait au saut, comment on s'entraînait au lancer, à la lutte, à la boxe. Tout cela sous la vigilance du dieu Pollux. Et la Rome républicaine va pas tellement s'occuper de l'athlétisme. Pour elle, l'athlétisme est plutôt un sport, regroupe plutôt des sports féminins, des sports helléniques. Elle s'intéresse, la Rome antique, plutôt à des compétitions plus dures. Alors, le patron des écuyers, Castor, va recevoir un temple justement pour l'organisation de ces compétitions hippiques, et un temple qui va être élaboré en 484 avant Jésus-Christ. Alors, certaines compétitions ont lieu en plein air et sont considérées par les Romains comme des exercices physiques, comme des entraînements. Il y a par exemple la marche que l'on pratique d'une manière très élaborée, on va dire. Et tous les champions, les futurs champions doivent marcher. C'est quelque chose qui est très très important chez les Romains. D'ailleurs, pour l'anecdote, aujourd'hui on marche encore à Rome, et notamment quand on vient de manger. Vous savez que les Italiens marchent, font souvent une marche après avoir dîné pour faciliter la digestion. Donc cette idée de marcher chez les Italiens est toujours présente. On se promène beaucoup à pied. Et on estime d'ailleurs que la promenade en litière est également considérée à l'époque, chez les Romains, comme un exercice physique, parce que non seulement elle réveille le corps en le secouant, mais paraît-il qu'elle réveille aussi, selon les philosophes, les facultés intellectuelles. Alors dans les jardins à l'époque, il y avait une allée qui était considérée donc à la marche, qui s'appelait la gestatio. Et les principaux lieux où s'exerçaient les sports à Rome sont bien sûr les palestres des thermes, les palestres des bains romains, mais aussi les cirques, les amphithéâtres et les bords de mer ou les forêts. Alors que faisait-on justement dans la gymnastique de ces bains ? Les thermes étaient peu chers, l'entrée des thermes était peu chère. Ce sont des endroits extrêmement populaires où les Romains vont tous les jours. Les femmes, les hommes. Alors à une certaine époque, il y avait des termes qui mêlaient les hommes et les femmes, mais il y a eu tellement de problèmes et de cas litigieux que les Romains ont fini par créer les termes pour les hommes, les termes pour les femmes. Mais les termes sont vraiment populaires. L'entrée d'un terme, c'est un quart d'as. Ça ne va pas vous dire grand-chose, mais un as, c'est déjà tellement peu. Donc, à une certaine époque, les empereurs laissaient même l'entrée gratuite pour que tout le monde puisse y aller sans problème. Les thermes associent la palestre, qui est donc réservée à l'assouplissement des corps, et donc les bains, comme je vous le disais, qui mettent ainsi l'hygiène à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, quand on va visiter la Rome antique, on est évidemment étonné par l'ampleur de ces monuments, de ces restes, notamment les thermes de Dioclétien qui se trouvent dans la Rome antique, qui sont gigantesques. Ils pouvaient accueillir des dizaines de milliers de personnes, et ce, dès le IIe siècle. Alors, il y a des bienfaiteurs, des mécènes, qui donnent une partie de leur argent pour la construction de ces monuments. Et à l'époque de la Seconde Guerre punique, des établissements même très luxueux vont s'ouvrir. Ils sont gérés par des particuliers, parce que l'État n'a quelquefois pas l'argent pour le faire, ou bien par des entreprises privées.
et ne sont pas forcément à but lucratif. Ils peuvent l'être, mais je vous le disais, pas forcément. Des mécènes, pour leur image, peuvent avoir envie de créer ces bâtiments pour être bien vus, pour être connus. Sénèque décrit un de ces établissements parce que il loge à Bailly, qui est au bord de la mer, là où les Romains ont tendance à prendre leurs vacances, on va dire, hein, et aller se faire bronzer, car on aimait bien être blanc, mais on aimait bien être bronzé aussi à l'époque romaine, contrairement à ce qu'on a dit. Et donc le philosophe Sénèque loge à Bailly, tout près de l'un de ces établissements. Donc voilà ce qu'il dit. Me voici au milieu d'un vrai charivari. Je suis logé juste au-dessus d'un établissement thermal et représente-toi tout ce que peut la voix humaine pour exaspérer les oreilles. Quand les champions du gymnase s'entraînent en remuant leurs haltères de plomb, quand ils peinaient ou font comme s'ils peinaient, je les entends geindre. Chaque fois qu'ils renvoient le souffle retenu, ce sont des sifflements, ce sont des halètements, qu'un joueur de balle survienne et se mette à compter les points qu'il fait, et c'est pour moi le coup de grâce. Donc ça, évidemment, il faut dire qu'il a pris un logement juste au-dessus du gymnase et des thermes, donc on peut imaginer que c'est pas de tout repos. En tous les cas, il y avait des bains qui étaient particulièrement réputés et qui sont restés d'ailleurs dans l'histoire, et en 33 avant Jésus-Christ, donc au 1er siècle avant Jésus-Christ, Agrippa en recense 170. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Ils sont si nombreux à l'époque de Pline l'Ancien que Pline se refuse à les dénombrer en disant c'est pas possible, de toute façon il y en a partout, mais il y en a plus d'1 millier. Donc toutes les petites villes vont posséder des thermes. Quelquefois il y a plusieurs thermes. À Pompéi il y en a 3, oui. Plus les villes sont connues et plus elles ont de thermes. Sauf que le therme, comme je vous le disais, les bains, c'est quand même un bâtiment très important. Donc, de même que les Grecs ont tous leur théâtre, ont tous leur gymnase, les Romains ont tous leurs thermes. C'est un petit peu la même idée. Et c'est l'empereur Trajan qui va commencer à les embellir. Et puis bon, après Agrippa également, beaucoup d'empereurs vont décider de construire des monuments gigantesques. Néron va faire construire les siens sur le champ de Mars. L'empereur Titus va le faire contre la fameuse maison dorée, donc juste à côté du Colisée, juste en face du Colisée, que l'on peut voir encore aujourd'hui. L'empereur Trajan sur l'Aventin, et puis après les Antonins vont faire, comme je vous le disais, les fameux thermes de Caracalla. Alors eux, les thermes de Caracalla, ils sont commencés sous Septime Sévère, c'est-à-dire au tout début de la dynastie. Ils sont achevés par Alexandre Sévère à la fin de la dynastie, ce qui veut dire qu'ils ont été construits sous plusieurs empereurs. Ils sont même pas terminés d'ailleurs, sous Alexandre Sévère, ils sont pas vraiment, enfin ils sont terminés, mais la décoration va continuer après. Et sous Dioclétien, pareil, on va avoir des thermes très 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 beaux. Alors, outre les thermes, on a également des portiques, des boutiques qui sont accolées à ces thermes et qui font quasiment partie de l'ensemble. Il y a des stades, il y a des salons de repos, il y a des salles de gymnastique, des ateliers de massage. Et puis après, des bibliothèques où on vient lire. Donc on va au bain et après on lit. Et puis il y a également des musées. Il faut vous imaginer ces thermes, si vous n'en avez jamais visité, avec des entrées, des vestiaires, la salle tiède, qui est encadrée de la salle froide et de la salle chaude, précédée des chambres de sudation, voilà, des hammams, si vous voulez. Hein. Et puis à proximité se tiennent les palestres, où les baigneurs s'entraînent à des exercices corporels, avec des terrains de jeu ombragés, d'existes, donc des portiques où on peut s'exercer à la course, des salons aussi, comme je vous le disais. Mais quoi qu'il en soit, tous ces Romains vont bouder les exercices d'athlétisme. Ils préfèrent quelque chose d'un petit peu plus rude. À la course à pied, ils vont préférer les combats, ils vont préférer la boxe, ils vont préférer des combats qui sont faits avec des gants hérissés de pointes de métal, donc parfois extrêmement dangereux.
mais ils vont délaisser tout ce qui est un petit peu mou, on va dire, voilà, tout ce qu'ils considèrent comme trop mou, fait par les Grecs. Et puis